25 juin 1999, Long Island Jewish Medical Center. Un magnate new-yorkais rend son dernier souffle. Quelques semaines plus tard, un testament s'ouvre, un codicille s'invite et la famille se déchire. Derrière cette querelle, le vrai moteur d'un empire apparaît, quand l'argent public rencontre une ambition privée méthodique. Car c'est ici que tout commence. Des garanties fédérales, des chantiers standardisés, des loyers qui s'empilent et une succession qui fissure la façade. Pour comprendre la destinée d'un président, il faut d'abord raconter la vie de son père, Fred C. Trump. Le père, le bâtisseur, le stratège. Voici son histoire. À peine le corps refroidi, la fratrie passe au crible l'inventaire. Un portefeuille géant de maisons, d'immeubles et de terrains à partager. Très vite, les fissures apparaissent. Les enfants du fils aîné, Freddie, sont exclus du testament. Les mois passent et la discorde devient judiciaire. Au printemps 2000, Mary Trump et son frère, Fred Trump III, déposent des objections formelles à la mise en probate. Influence indue, capacité affaiblie du testateur, irrégularité d'exécution, autant de points qui visent la validité même des dernières volontés. La bataille déborde des dossiers vers la vie quotidienne. La couverture santé de Fred III et de sa famille est coupée, alors que son nouveau-né, William, souffre de graves troubles neurologiques et nécessite des soins intensifs. En 2000 toujours, Mary et Fred III assignent leurs tantes et oncles, Mary Ann, Robert et Donald, soutenant que le testament de leur grand-père a été modifié sous influence indue. Ainsi s'ouvre le dernier chapitre d'une saga familiale et d'un empire né des mains d'un homme, Fred Trump, père de Donald. Fred Trump naît le 11 octobre 1905 dans le Bronx. Son nom de baptême complet, Frederick Christ Trump. La légende d'une naissance au New Jersey est erronée. Son père, Frédéric, vient de Bavière, au sud de l'Allemagne. Orphelin de père très tôt, son propre père est mort d'emphysème. Frédéric travaille jeune pour faire vivre les siens. L'Allemagne vient de s'unifier, l'industrialisation s'emballe, la démographie explose. Comme des millions d'Européens, Frédéric prend la route de l'Amérique en 1885 à 16 ans. À Castle Garden, le centre d'immigration qui précède Ellis Island, son nom apparaît sur le registre sous la forme abrégée Friedrich Trump. Formé comme barbier, il s'installe d'abord chez sa sœur sur le Lower East Side, l'ex-Kleindeutschland, cœur des communautés germano-new-yorkaises. Très vite, il quitte Manhattan pour l'ouest, Seattle, puis Monte Cristo. Lorsque la ruée vers l'or du Klondike éclate, il comprend que l'or le plus sûr se trouve dans la restauration et l'hôtellerie le long des routes de passage. À Bennett puis Whitehorse, il exploite l'Arctic Restaurant and Hotel, puis New Arctic, des établissements très lucratifs qui nourrissent et logent les prospecteurs. Des sources historiques notent aussi le caractère parfois sulfureux de ces maisons, typiques des villes champignons de la frontière. C'est là que naît la mise de départ du clan Trump, non dans une pépite, mais dans l'art de servir la ruée. En 1901, Frédéric retourne en Allemagne et se marie rapidement avec Elisabeth Christ. Le couple envisage de rester, mais les autorités bavaroises estiment qu'il a émigré illégalement pour échapper au service militaire et menacent de le déchoir de sa nationalité. Cap de nouveau sur New York peu après. Leur premier enfant, Elisabeth, naît en 1904. Fred suit en 1905, puis John en 1907. Contrairement à la majorité des familles immigrées qui s'entassent dans les ténements du Lower East Side, les Trump vivent relativement à l'aise. Vers 1907, ils emménagent dans un ensemble neuf du South Bronx avec salle de bain privée et glacière, une vue dégagée, un personnel qui monte le combustible, un vrai confort pour l'époque. De retour à New York, Frédéric exerce un temps comme barbier, puis réinvestit l'épargne amassée à l'ouest. Il achète des biens à Queens, de l'autre côté de l'East River. Le pari est visionnaire. Le Queensboro Bridge, ouvert en 1909, va accélérer l'essor résidentiel. La famille s'y installe. Frédéric devient petit bailleur. Fred grandit là, avec son frère et sa sœur, en parlant allemand dans un quartier en plein bouleversement. Les années de jeunesse de Fred s'entourent de mythes. Il affirmera avoir travaillé dès 8 ou 9 ans. Rien ne le prouve. Ce qui est sûr, la Première Guerre mondiale, puis l'entrée des États-Unis dans le conflit en 1917 renforce l'hostilité anti-allemande. Les Trump font profil bas. Frédéric rêve de développer son portefeuille à Queens, mais il ne verra pas la fin de la guerre. Au printemps 1918, la grippe dite espagnole, que de nombreux travaux situent plutôt au Kansas, Fort Riley,
en mars 1918, se propage. Frédéric tombe malade fin mai et meurt le 30 mai 1918 d'une grave infection respiratoire. La famille n'est pas ruinée. Elizabeth et ses enfants conservent et développent les biens après-guerre. Fred poursuit sa scolarité et obtient son diplôme du lycée Richmond Hill en 1923, fin de ses études formelles. L'inflation de l'après-guerre a rogné l'héritage et la fratrie comprend qu'il faut faire fructifier au mieux ce qu'a laissé Frédéric. C'est Fred qui s'impose. Tandis que John file vers des études d'ingénieur, Fred enfile aussitôt le bleu de travail. En 1923, il entre sur les chantiers, d'abord manœuvre, puis charpentier, tout en se formant aux techniques et à l'ingénierie du bâtiment. En parallèle, il bâtit à temps partiel sur les lots achetés jadis par son père. Dès 1925, 3 petites maisons se dressent à Queens. Comme il n'a pas encore 21 ans, c'est sa mère qui garde la signature. L'entreprise opère donc sous le nom Elizabeth Trump et son. Elle signe les chèques, il dirige l'opérationnel. Le nerf de la guerre manque. Les banques préfèrent les gratte-ciel de Manhattan aux jeunes constructeurs de Queens. Alors, Fred invente sa cadence. Financer à la chaîne. Vendre une maison pour finir la suivante, puis en mener 2 ou 3 de front, dont les bénéfices amorcent 5 ou 6 projets de plus. En 1926, il a déjà construit 19 maisons. À la fin des années 20, des pâtés entiers portent sa marque. Des maisons solides pour jeunes couples en ascension. Sobres, fonctionnelles, soignées. Fred en est fier et il prospère. Un épisode, pourtant, nourrit la controverse. En juin 1927, le New York Times rapporte l'arrestation de Fred lors d'une opération policière contre un rassemblement du Ku Klux Klan à Queens. À l'époque, il circule d'un chantier à l'autre. Il est décrit comme vivant sur Devonshire Road, dans Jamaica. Le Heurt oppose des milliers de Klansmen, des centaines de chemises noires, italiennes, et la police. Était-il Klansman ou simple passant au mauvais endroit? On l'ignore. Aucune poursuite ne suivra. Et rien ne prouve une appartenance à la clan. Mais l'archive existe et elle accompagnera sa mémoire. 2 ans plus tard, la vraie épreuve arrive. Le krach d'octobre 1929. La Grande Dépression paralyse la construction pendant des années. Symbole du marasme, l'Empire State Building, lancé en 1929, inauguré en 1931, reste largement vide jusqu'à la fin des années 30. Dans un tel marché, Fred ne peut ni emprunter ni vendre. Il a cependant de quoi pivoter. Il ouvre l'une des premières supérettes modernes de Queens, un supermarché où le client se sert lui-même, nouveauté des années 30. Le cœur n'y est pas, mais cette parenthèse suffit à traverser la période la plus dure. Deux événements changent tout en 1934. D'abord, l'élection de Franklin D. Roosevelt en 1932 et son New Deal. Dès 1933, l'État déclenche un programme massif pour relancer l'emploi et l'infrastructure. Routes, ponts, écoles, logements. En 1934, le National Housing Act crée la Federal Housing Administration, FHA, garantie de prêts, financement de construction, dispositif anti-saisie. Fred s'y engouffre. Dès 1936, il emploie des centaines d'ouvriers et gère des chantiers par centaines d'unités. Deuxième choc de 1934, la faillite de la G. Leren Cross Corporation à Brooklyn. Fred rachète, à prix cassé, une liasse d'hypothèques et récupère des biens proches de la saisie. Additionné au levier du New Deal, ce coup propulse son entreprise. En quelques années, l'artisan devient promoteur industriel. À l'aube des années 40, Fred est en passe de devenir un nom qui compte dans la promotion new-yorkaise. Sa réussite s'appuie clairement sur l'État fédéral et sur des financements publics. Côté personnel, une rencontre décisive. Mary Ann MacLeod, immigrée écossaise arrivée en 1930. Après un bref retour au pays, elle revient aux États-Unis. Mariage le 11 janvier 1936. 15 mois plus tard naît Marianne. Suivent Fred, Junior, en 1938, Elizabeth en 1942, Donald en 1946, prénom choisi en hommage à des ancêtres de Marie, puis Robert en 1948. La famille s'installe à Jamaica, Queens, et monte en gamme au rythme de l'Empire. Le foyer Trump est strict. Fred, teetotaler, ne boit pas. Très religieux, luthérien, Mary est presbytérienne, il impose des règles précises, manières à table comprises, sanctions à l'appui. Plus tard, il fera installer un système de surveillance domestique. Ce n'est pas une maison détendue. 1939,
La guerre éclate en Europe. Les États-Unis entrent en guerre après Pearl Harbor, 7 décembre 1941. À première vue, mauvais signe pour un constructeur. L'économie se réoriente vers l'armement, les chantiers civils ralentissent. La germanité de la famille peut aussi susciter la suspicion. Fred réagit sur deux fronts. Publiquement, il lisse l'origine allemande en revendiquant des racines suédoises. Surtout, il pivote vers les logements de défense. L'État fédéral finance des appartements pour le personnel militaire et les ouvriers des arsenaux. Fred décroche d'importants programmes, notamment autour de Norfolk, Virginie, cœur de la marine américaine, et construit environ 1500 appartements pendant la guerre. Bonus majeur, les autorités permettent aux promoteurs de conserver la propriété après-guerre. Le parc de Fred gonfle et générera des loyers pendant des décennies. Parallèlement, la philanthropie du couple se précise. À Queens, ils soutiennent le Jamaica Hospital Medical Center et des organisations comme United Cerebral Palsy. Fred fait don d'un vaste complexe dans le New Jersey. Il achète des Israel Bonds et soutient des responsables politiques juifs new-yorkais comme Ed Koch, maire de 1978 à 1989. À la sortie de la guerre, l'appareil public qui a porté l'ascension de Fred ne disparaît pas. Il se reconfigure et Fred, lui, est prêt à l'exploiter. La guerre s'achève en 1945. Les crédits militaires s'arrêtent, mais l'État redirige une partie des financements vers des logements pour anciens combattants. Fred recentre ses efforts sur New York, surtout Brooklyn et Queens, Bensonhurst, Brighton Beach, Bath Beach. Les pénuries d'approvisionnement, baignoires, radiateurs, cuivre, font grimper les coûts, mais la demande est là. En 1947, les files d'acheteurs s'allongent devant les maisons témoins. Les années 1940 à 1950 prolongent l'esprit du New Deal. La FHA soutient massivement la construction de quartiers planifiés avec commerce et services. Fred enchaîne les ensembles en briques, fonctionnels, standardisés. La presse lui colle un surnom flatteur, le Henry Ford du logement abordable new-yorkais. À la fin des années 50, il est immensément riche, une richesse surtout immobilisée dans des milliers d'unités locatives à Queens, Brooklyn et en Virginie. Inutile de vendre, il encaisse les loyers et laisse la valeur grimper. Son succès ne tient pas au hasard. Certes, il a bénéficié d'un point de départ solide et d'une mère gestionnaire, mais il a surtout compris la transition socio-économique, montée de la classe moyenne, exode des ténements de Manhattan vers les arrondissements périphériques, explosion de la demande pour des appartements simples, bons, répétables. Comme Ford avec la Model T, Fred a trouvé une formule et l'a répétée indéfiniment. Le tableau n'est pas lisse. Le chanteur folk Woody Guthrie, locataire à Beach Haven, Gravesend, Brooklyn, au début des années 50, fustige dans des chansons, dont Old Man Trump, les pratiques de son bailleur, évoquant la ségrégation raciale. Plus largement, l'historiographie montrera que les politiques publiques de l'époque, redlining notamment, ont, par conception, renforcé la ségrégation résidentielle. Au tournant des années 70, les démêlés s'accumulent. En 1973, le Department of Justice engage une poursuite civile contre Fred, Donald et leur société, les accusant de discrimination raciale dans la location sur des dizaines d'immeubles. L'affaire se solde par un consent de cri, sans aveu de faute, mais avec obligation. Pendant ce temps, dans certains ensembles plus anciens, notamment en Virginie, les conditions se dégradent et des locataires intentent des actions pour insalubrité. En 1976, Fred est brièvement arrêté dans le cadre de violation du Code du logement dans le Maryland. À la fin des années 60, Fred prépare la transmission. Dans un monde des affaires dominé par les hommes, on suppose qu'un fils reprendra. Marianne s'oriente vers le droit. Elle deviendra juge fédérale. Elizabeth travaille à la Chase Manhattan. Fred Jr., alias Freddy, d'abord vice-président de l'entreprise, se brouille avec son père et quitte la voie familiale pour l'aviation. L'alcool s'installe, sa carrière chez TWA échoue. Il revient dans l'entreprise à des postes subalternes. En 1981, il meurt d'un arrêt cardiaque lié à l'alcoolisme, à 42 ans, laissant Mary et Fred III. Dès 1968, Donald rejoint l'entreprise. En 1971, Fred le nomme président, sans se retirer pour autant. Il garde la main sur une grande partie du parc. Donald devient le visage et le gestionnaire. Fred lui transmet une dureté assumée. Sois un killer,
jusqu'à l'art de déséquilibrer un interlocuteur sur une chaise bancale face au soleil. Mais Donald n'est pas Fred. Là où le père évitait Manhattan et ses projets tapent à l'œil, le fils veut la lumière. Fin des années 70, il se lance sur la 5e avenue, Trump Tower, chantier lancé en 1979, inauguré en 1983. Les appartements de cette tour de 58 étages s'envolent, portés par la reprise du début des années 80 et une promotion agressive. Fred observe, pragmatique, et dessert les cordons de la bourse. Dès lors, distinguer l'argent personnel de Fred, celui de l'entreprise familiale, et celui emprunté par Donald devient complexe. Ce qui est clair, Fred avance des millions à son fils, tandis que Donald emprunte massivement pour racheter et rénover hôtels et immeubles. Dès 1978, pour la rénovation du Commodore Hotel, futur Grand Hyatt, Donald obtient 70 millions de dollars. La moitié est cautionnée par Fred, l'autre par Hyatt. Si Donald avait fait défaut, Fred aurait dû 35 millions de dollars à la banque. L'hôtel rouvre en 1980 et le prêt est remboursé. Mais dans les années suivantes, l'endettement de Donald explose, notamment avec son pari sur les casinos d'Atlantic City. Le 19 octobre 1987, Black Monday percute la bulle. La bourse se redresse assez vite, pas le marché immobilier de Manhattan surévalué. Donald se retrouve avec des prêts toxiques. Il affirme avoir vendu ses actions avant le krach. Cela n'efface pas le problème principal, la dette immobilière. Au-delà des prêts bancaires, un document légal de 1985 montre que Donald doit déjà 14 millions de dollars à son père. Dans la tourmente du début des années 90, Fred intervient de façon spectaculaire. En décembre 1990, son avocat achète 670 jetons de 5 000 dollars au Trump Castle, soit 3,35 millions de dollars, puis encore 150 000 dollars le lendemain. Les jetons ne seront jamais joués. L'opération, assimilable à un prêt déguisé pour boucler un paiement d'intérêt, vaudra à l'établissement une amende des régulateurs du New Jersey quelques mois plus tard. En octobre 1991, à 86 ans, Fred reçoit un diagnostic de démence débutante. La dégradation sera lente, mais inexorable. Le 20 décembre 1993, lors du mariage de Donald avec Marla Maples au Plaza, Fred est témoin. Et il faut lui rappeler pourquoi il est là. Au même moment, Donald tangue, restructuration, défaut, perte sur le Plaza et 3 casinos d'Atlantic City. Le 25 juin 1999, Fred s'éteint d'une pneumonie, à 93 ans. Funérailles à Manhattan, inhumation au Lutheran All Faiths Cemetery de Middle Village, Queens, tout près des quartiers où il a bâti sa fortune. Mais la mort n'éteint pas les conflits. Depuis 1990, Donald aurait tenté d'orienter la succession à son avantage. Fred refuse. En 1991, il nomme Marianne et Robert co-exécuteurs de son testament. Au décès, l'actif liquide n'est pas colossal, mais l'immobilier pèse lourd, bien au-delà des valeurs fiscales déclarées dans les années 80-90, diront plus tard certaines analyses. De nombreux biens transmis aux enfants seront revendus, quelques années plus tard, 10 à 20 fois ces valeurs, offrant notamment à Donald un ballon d'oxygène financier. Reste un nœud explosif. Un codicile controversé réduit la part promise aux enfants de Freddie, Mary et Fred III, seuls petits-enfants bénéficiaires directs. S'ensuit une bataille judiciaire sur la validité de l'avenant. Un accord partiel sera trouvé, mais Mary et Fred III affirmeront avoir été évincés sous la houlette de Donald, profitant de la vulnérabilité de leur grand-père. L'empire survit. La famille se fissure. Par tempérament, Fred Trump fuyait la lumière. À New York, beaucoup savaient qu'il était leur propriétaire. Très peu l'avaient croisé. Moins on parle de vous, moins on attire les regards. Maxime qu'il semble avoir faite sienne. C'est Donald qui forcera l'attention des médias et ramènera, par ricochet, les regards sur la figure paternelle. Alors, qui était l'homme derrière l'argent? D'où venait le capital de départ? Comment s'est transmise la méthode? Travailler dur, tout optimiser, nouer des alliances publiques et exploiter chaque programme disponible? Avec le temps, mémoire familiale et enquête ont étoffé le portrait. Le rassemblement du KKK en 1927, les pratiques de location visées par la justice en 1973, la manœuvre des jetons de casino en 1990, la démence diagnostiquée en 1991, les litiges testamentaires des années 2000. Pourtant, si l'on devait retenir l'essentiel, ce serait ceci. Sans Fred, pas d'empire Trump. Comme les Kennedy avec Joseph Kennedy,
Comme les Bush avec Prescott Bush, les Trump ont un patriarche. Le grand-père Frédéric a posé la première pierre avec l'épargne de l'Ouest. Le fils Fred a industrialisé la formule. Standardiser, répéter, saisir les leviers publics et multiplier les logements pour une classe moyenne en plein essor. Reste la question centrale. Jusqu'où la vision politique et socio-économique de Donald doit-elle au pair? Sont-ils d'un même moule? Discipline, culte de l'efficacité, sens du rapport de force, ou fondamentalement différents dans leur rapport à l'ostentation, au risque et à la loi? À vous de jouer. Fred Trump a-t-il façonné l'ADN politique et économique de Donald, ou n'a-t-il servi que de tremplin financier? Dites-le en commentaire. Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour un nouvel épisode tout aussi passionnant.